Bienvenue dans la chaîne des histoires extraordinaires. Merci de soutenir la chaîne en likant, en partageant et en commentant cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des sirènes. Avant de commencer cette étude, je dois vous dire que personnellement, j'y croyais pas trop. Je me disais vraiment que c'était une fable et après avoir fait des recherches, je commence à me dire que c'est quelque chose qui doit probablement être une réalité. Nous commençons avec un texte de Pline, au chapitre 9 de son Histoire naturelle. Il écrit « Une députation de Lisbonne fut envoyée à l'empereur Tibère pour lui annoncer qu'on avait vu et entendu, dans une caverne, un triton. On a vu des Néréides sur ces mêmes rivages. L'une se mourait. Ses gémissements furent entendus au loin par les habitants. Le légat de la Gaule écrivit à l'empereur Auguste qu'on apercevait sur la côte plusieurs Néréides mortes. Je peux citer des témoins qui occupent un rang élevé dans l'ordre équestre et qui m'ont certifié avoir vu dans l'océan Cadix un homme des mers, d'une conformation parfaitement identique à la nôtre. Pendant la nuit, cet homme des mers montait sur les navires. Le naturaliste Rondelet, qui professe au XVIe siècle à l'université de Montpellier, écrit dans son Histoire des poissons « On apprit en Norvège un monstre marin après une grande tourmente. Tous ceux qui le virent lui donnèrent le nom de moine, car il avait une face humaine, mais rustique et peu gracieuse, la tête rasée et comme un capuchon de moine sur les épaules. L'extrémité du corps se finissait par une large queue. » Et Rondelet poursuit. Les poètes disent qu'il y a des Néréides, c'est-à-dire un être féminin de forme humaine qui vit dans la mer. Pline estime que ce n'est pas une fable. On en a vu autrefois sur des plages et entendu leurs plaintes. On en a vu en Poméranie, avec un beau visage de femme. J'ai entendu dire qu'un marinier espagnol en retint une dans son navire, mais qu'un jour elle s'échappa et se jeta dans la mer et ne réapparut plus. On lit dans la Grande Chronique des Pays-Bas qu'en 1433, sur les côtes de Pologne, on pêche un homme marin, aux pieds et mains palmés, qui se laisse toucher par tout le monde. Il ne parle pas, mais il semble qu'il entende fort bien. Le roi de Pologne le fait enfermer dans une tour. Mais l'homme des mers en conçoit un tel chagrin que l'on pense qu'il va mourir. On le ramène au rivage, où une grande foule s'est assemblée. Il fait un signe d'adieu, plonge et disparaît à jamais. Le père Bouhours, jésuite français de la Renaissance, écrit « Les sirènes, dont les poètes parlent tant, ne sont pas des inventions. On en a vu en divers pays. Philippe, archiduc d'Autriche, en amena une avec lui à Gênes en 1548. Une autre apparut sur une plage de Hollande au commencement du siècle. Mais c'est au naturaliste Benoît de Maillet, précurseur de Darwin, et qui soutint le premier au XVIIIe siècle la thèse du transformisme, que nous devons la plus abondante documentation sur les hommes des mers. Benoît de Maillet fut consul de France en Égypte et inspecteur des établissements français dans le Levant. Il fit d'innombrables observations maritimes qu'il consigna dans son ouvrage « Entretien sur l'origine de l'homme » 1748. Pour lui, l'origine de l'homme est dans les océans. Voltaire, qui plaisante de tout, le prend en dérision. Mais le faisceau de témoignages puisés principalement dans les chroniques du Portugal par Benoît de Maillet force l'attention.
Le roi du Portugal au XVIe siècle, Manuel, surnommé le Grand ou le Fortuné, connaît un règne glorieux. Vasco de Gama ouvre la route des Indes. Le Brésil est conquis, la cour de Manuel est fastueuse, enrichie par les trésors d'Afrique et d'Asie. Mais jamais plus surprenant cadeau ne fut offert au roi Manuel que celui dont nous entretiennent l'histoire du Portugal et les relations des Indes orientales. Un coup de filet jeté à la pointe de l'Inde ramena 15 hommes des mers qu'on s'empressa d'expédier à la cour de Lisbonne. 13 moururent durant le voyage. Seules survécurent une femme et une jeune fille. Elles parvinrent au roi Manuel, qui ne se lassa pas de les admirer. Les Océanides paraissaient fort tristes. Le roi les fit descendre dans un endroit peu profond de la mer, chargé de chaînes légères qui les empêchaient de s'échapper. Et la cour, montée sur des bateaux, put assister à leurs évolutions. Ces créatures vécurent quelques années pendant lesquelles, chaque jour, on les menait à la mer. Mais jamais elles ne purent apprendre à parler. Voici maintenant un fait tiré de la Grande Chronique des Pays-Bas. En l'année 1430, après une grande inondation, des jeunes filles de la ville d'Éden, sur Zuiderzee, trouvent une océanide ensevelie dans la vase. Elles la ramènent à Éden, puis on la conduit à Haarlem, où des savants l'examinent et tentent en vain de lui apprendre à parler. On était obligé de la surveiller, disent les chroniques, afin qu'elle ne se jette pas à l'eau, même dans de petites rivières. Ces chroniques rapportent encore que l'on captura dans le Texel en 1700 un homme marin qui ne vécut que 3 jours et fut admiré par tout le peuple d'Amsterdam. Cherchons maintenant dans les archives britanniques. Un vaisseau anglais qui pêche la baleine dans les mers du Groenland se trouve environné par une soixantaine de petites barques montées par des hommes des mers. Le capitaine fait descendre les chaloupes, mais lorsque les Océanides voient les marins s'approcher, ils plongent tous à la fois avec leurs barques et ne réapparaissent plus. Une seule créature est capturée. On la ramène à bord. C'est apparemment un homme, normalement constitué, mais dont les pieds et les mains sont palmés. Il survécut 10 jours, sans vouloir se nourrir. Il ne proférait aucun son, sauf des soupirs. Des larmes coulaient de ses yeux. Sa barque, qui mesurait environ 9 pieds de long, était fort étroite aux extrémités fuselées. C'était une charpente d'os de poisson, couverte de peau de chien marin. Cette barque et l'homme des mers desséché furent exposés longtemps dans la salle de l'amirauté de Hall. Interrogeons les documents français. Le 31 mai 1671, le capitaine Pierre Luce, qui commande en Martinique, rédige le rapport suivant. Aujourd'hui, 6 hommes qui étaient allés en bateau aux îles du Diamant s'apprêtaient à rentrer. C'était le coucher du soleil. Au bord de l'île, ils n'ont aperçu un monstre marin. Ce monstre avait une figure humaine et son corps se terminait comme un poisson. Il avait des cheveux noirs et gris, une longue barbe et l'estomac couvert de poils. Son air était farouche. Quand il émergeait, il s'essuyait le visage des 2 mains en reniflant comme un chien barbé. Il s'est approché de si près qu'un des hommes lui a lancé une ligne pour voir s'il l'attraperait. Mais l'homme des mers a plongé encore une fois et nul ne l'a plus revu. Ce rapport du capitaine, commandement des quartiers du Diamant à la Martinique, a été reçu par Pierre de Péville, notaire des quartiers de la Compagnie maritime, en présence du père jésuite Julien Simon. Il contenait en outre les dispositions séparées et unanimes des 2 autres Français et de 4 nègres. Voici un autre fait qui se situe en 1746 et nous est rapporté par le sieur Le Maçon, commis de la marine. Une sentinelle faisant sa ronde de nuit sur les murs de Boulogne aperçut un homme gesticulant dans le fossé. Elle le héla sans recevoir de réponse. À la 3e sommation,
La sentinelle tira. Quand on releva le cadavre, on s'aperçut que c'était celui d'un homme des mers, que le reflux avait laissé dans le fossé. La partie inférieure du corps avait la forme d'un poisson. Le 8 septembre 1725, Madame d'Hautefort envoie au comte de Maurepas, ministre de Louis XIV, le procès-verbal suivant. 7 navires mouillaient sur le banc de Terre-Neuve lorsque, vers 18 heures du matin, un homme des mers parut à bâbord du vaisseau français, la Marie de Grace, commandé par le capitaine Olivier Morin. Il se montra d'abord sous le baril de contremaître Guillaume Laumon. Aussitôt, celui-ci prit une gaffe, mais le capitaine l'en empêcha de craindre que le monstre ne l'entraîne avec lui. Pour cette raison, le contremaître lui donna seulement un coup sur le dos, sans le piquer. L'homme marin fit plusieurs fois le tour du navire, s'éloigna, revint, s'éleva hors de l'eau jusqu'au nombril. Ce manège dura 10 heures du matin jusqu'à midi, et le monstre a été vu pendant tout le temps par les 32 hommes de l'équipage. Ils purent tous remarquer les particularités suivantes: la peau brune et basanée, sans écailles. Tous les mouvements du corps, depuis la tête jusqu'aux pieds, visibles dans l'eau transparente, étaient d'un homme normal. Les yeux étaient bien proportionnés, le nez canard, les dents blanches, les oreilles semblables à celles d'un homme. Les pieds et les mains pareils, sauf que les doigts étaient joints par une pellicule, telle qu'il en existe aux pattes des oies et des canards. Enfin, c'était un corps d'homme aussi bien fait qu'il s'en voit ordinairement. Vers midi, la singulière créature s'éloigna du navire, plongea profondément, et on ne la revit plus.